Donc, Julien Lefort-Favreau, je m'identifie. Je serai impudique ce soir parce qu'au lieu de vous présenter l'auteur qui fait l'objet de mes recherches principales, je vais vous en parler un peu à la fin quand même, je vais plutôt vous présenter les dessous de ma thèse, mon petit coffre à outils personnel, soit l'idée de politique de la littérature, expression ici volée, vous vous en doutez, au philosophe français Jacques Rancière, dont je présenterai l'œuvre de façon violemment synthétique, en 10 minutes. Pour le dire très simplement, la politique de la littérature ranciérienne s'inscrit en faux par rapport à l'engagement sartrien, car elle, et je cite, « ne concerne pas l'engagement des écrivains dans les luttes politiques et sociales de leur temps ». Voilà quelque chose qui est clair. Elle ne s'oppose pas non plus aux écrivains qui s'engageraient dans leur... Elle n'opposerait pas non plus les écrivains qui s'engageraient dans leur société à ceux qui se consacreraient à la pureté de leur art. Elle suppose plutôt que la littérature participe aux entreprises émancipatrices, aux entreprises politiques en tant que telles, et que les discours sur l'autonomie de l'art, tout comme ceux qui recherchent des critères d'identification externes à la littérature, sont les deux faces d'une même médaille. Mais avant d'arriver à une telle affirmation, il n'est peut-être pas anodin de retracer quelque peu le parcours de Rancière. Il débute sa carrière au milieu des années 60 en co-signant avec Louis Althusser, son maître, Roger Establet, Étienne Balibar et Pierre Macheret. Le fameux « Lire le Capital » constitue un moment important de la critique marxiste de ces années. Or, en 1974, une dizaine d'années plus tard, il publie La Leçon d'Althusser, où il rompt publiquement avec le marxisme scientiste althussérien. Pour Althusser, la compréhension de l'histoire et de la domination n'appartient pas aux masses. Ce sont les intellectuels du parti, de surcroît, qui transmettent aux masses leur connaissance de l'histoire et donc la conscience de leur domination. Dans la foulée de mai 68 et sous forte influence maoïste, Rancière, pour sa part, entrevoit la possibilité d'une politique hors du parti, plus autonome, posant les bases d'une entreprise philosophique, sinon anarchiste, à tout le moins fortement anti-autoritaire. Il travaillera par la suite durant de nombreuses années sur la parole ouvrière, les écrits ouvriers, et la possibilité d'une prise de parole émancipatrice par les classes opprimées. Donc, à partir de ce travail, qui est de nature historique, il met en place une politique de l'émancipation qui tente de dépasser les déterminismes sociaux par un postulat d'égalité des intelligences. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Donc, il donne un exemple assez concret dans Le Maître ignorant, publié en 1987. Dans ce livre, Rancière s'intéresse à l'histoire du professeur Joseph Jacotot, qui, au tournant du 19e siècle, quitte la France pour la Hollande et doit enseigner à des élèves dont il ne parle pas la langue, une langue qu'ils ne savent pas parler. Donc, il leur donne à lire le Télémaque de Fénélon en version bilingue. Les élèves apprennent la partie française de la version et lui apprend la version hollandaise. Donc, au contraire d'un enseignement autoritaire, Joseph Jacotot fait plutôt l'expérience d'une égalité absolue des intelligences, expérience dont Rancière fait un cas exemplaire d'émancipation. C'est donc à partir de cette politique de l'émancipation qu'il faut comprendre la politique de la littérature de Jacques Rancière, sa conception de la littérature. Pour Rancière, l'idée de littérature commence à la fin du 18e siècle, et c'est son idée même qui est politique. L'effondrement du système de valeurs des belles-lettres et aussi des beaux-arts, parce qu'il faut le dire, Jacques Rancière parle énormément aussi d'art visuel et de cinéma. Donc, l'effondrement du système de valeurs des belles-lettres abolit l'idée d'une adéquation entre une hiérarchie esthétique et une hiérarchie politique. Dans l'ancien système des belles-lettres, chaque genre, la comédie, la tragédie, correspondant à un sujet représenté, le peuple, la royauté. Mais ce qui autorise réellement le passage des théories de Rancière sur la politique à celle sur la littérature, c'est l'idée du partage du sensible. Je cite Rancière, « Le découpage des temps et des espaces, du visible et de l'invisible, de la parole et du bruit, qui définit le lieu et l'enjeu de la politique comme forme d'expérience. » Fin de la citation. Donc, si les arts participent à des entreprises d'émancipation, c'est par la configuration des données sensibles qu'ils proposent, par, je cite, les mouvements du corps, des fonctions de la parole, des répartitions du visible et de l'invisible. La littérature, dans cette économie, remettra en jeu les frontières entre une parole légitime et une parole illégitime. Dans La République, Platon dit que les artisans n'ont pas de temps à accorder à l'activité politique. La politique, pour Rancière, commence donc là où ceux qui étaient exclus de ce partage dominant réclament leur place, réclament leur part, affirment leur propriété d'animal parlant, en prenant le temps qu'ils n'ont pas, en principe, donc le temps qu'ils n'ont pas à accorder à la chose politique.
La politique advient donc lorsque l'ordre de la police est remis en cause. La police ici désignant pas, comme chez Michel Foucault dans sa version paranoïaque, les appareils répressifs d'État, mais plutôt l'ensemble des stratégies d'exclusion, on pourrait dire de façon un peu floue. Ces prises de parole, ces énoncés, qu'ils soient de nature politique ou littéraire, vous voyez un peu où je m'en vais, ont un effet dans le réel. Ils induisent par des manières de dire, des manières de faire et des manières d'être, on pourrait dire des subjectivations. La littérature, dans cette logique, a un pouvoir politique potentiel par sa possibilité d'émancipation, car elle remet en question les manières de dire et de faire qui sont légitimées par l'ordre policier et, de ce fait, remet en question les parts de chacun dans ce partage établi. Là, c'est un peu abstrait, c'est un peu tautologique aussi. On va être plus concret, puis je vais donner le meilleur exemple, à mon avis, de ce que Rancière entend par politique de la littérature. Exemple qui est donné dans le livre « Politique de la littérature » du même nom, publié en 2007. C'est l'exemple, le texte s'appelle « La mise à mort d'Emma Bovary ». Donc, Rancière, il pose une question assez simple à propos du célèbre texte de Flaubert, c'est « Pourquoi Emma a-t-elle confondu la littérature et la vie ?» Flaubert n'écrit pas cette histoire pour des raisons qui sont morales ou sociales. Il s'intéresse qu'à la littérature, à sa pureté, le livre sur rien, on l'a suffisamment répété. Ce brouillage entre la littérature et la vie, Emma le souhaite, car elle refuse d'opposer le plaisir des biens matériels et les plaisirs prosaïques à la jouissance spirituelle de l'art. Elle incarne à la perfection une France de 1850 où la hiérarchie jadis stricte, monarchie, aristocratie, clergé, à chacun sa place, cette hiérarchie est abolie par d'abord la Révolution, puis l'industrialisation, puis l'apparition des médias. Donc, le corps social est excité, il est agité. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Flaubert appartient à cette société où la littérature est une lettre muette. Elle est écrite par n'importe qui, adressée à n'importe qui. Cette maladie démocratique, comme dit Rancière, c'est à la fois l'avidité de la jouissance d'Emma Bovary, mais aussi celle de l'auteur, qui ne porte pas aucun jugement, du moins de nature morale, sur ses personnages. Mais si Flaubert veut préserver la pureté de l'art, et empêcher l'esthétisation de la vie quotidienne, une sorte de kitsch avant l'heure, il doit punir Emma de sa faute. Non pas la faute morale d'avoir trompé son mari, mais plutôt la faute d'avoir mis la pureté de la littérature en péril, en l'exposant à la vulgarité. Donc, la politique de la littérature a donc à voir avec un jeu d'identité, on pourrait dire. La subjectivation, nous dit Rancière, est profondément une hétérologie, une logique de l'autre. C'est donc ce qui est en jeu dans les rapports entre esthétique et politique. Un jeu d'identification et de désidentification. Ici, dans le cas de Mme Bovary, entre le désordre social qui redistribue les parts de chacun et permet à une petite bourgeoise de province de goûter aux jouissances suprêmes de l'art, et à Flaubert de pouvoir même penser à vouloir préserver une pureté de l'art. Idée qui est somme toute assez nouvelle au 19e siècle. Pour le dire simplement, ce qui intéresse Rancière, c'est la littérature comme un mode spécifique d'écrire, un mode historique de l'art d'écrire, et les discours aussi qui rendent ce mode d'écrire identifiable. On peut dire que ça, c'est de la littérature, et puis ça, c'en est pas. Vous me direz, nous sommes plutôt loin de la littérature contemporaine avec Flaubert et puis avec Rancière, mais rien n'interdit de poser ce même type de questions pour une littérature qui est plus proche de nous. Je note, et c'est un peu en quelque sorte la tâche aveugle, à mon avis, de Jacques Rancière, c'est que son travail, même s'il nous incite à nous débarrasser du canon, d'un canon qui serait autoritaire, il reste, lui, relativement captif des grands textes. Il l'est beaucoup moins, je le note comme ça, il l'est beaucoup moins pour la question du cinéma puis des arts visuels. Il s'intéresse à des productions qui sont beaucoup plus contemporaines dans ce cas-là. J'aurais plutôt tendance à croire que ces réflexions sur la littérature, même si elles ne constituent pas en elles-mêmes une méthode, permettent quand même d'envisager des rapports entre esthétique et politique de façon inédite, et ce, non seulement dans l'âge d'or d'une littérature encore fraîchement affranchie des codes représentatifs des belles lettres, mais aussi des productions artistiques qui sont plus récentes. Je donne un exemple. Par exemple, Martin Jalbert, qui est professeur au Collège Marie-Victorin, je crois, a récemment publié Le Sursis littéraire, ouvrage dans lequel il produit une lecture ranciérienne, on pourrait dire, des œuvres de Gauvreau, Miron et Aquin. Je pense qu'on aura l'occasion un jour d'en reparler plus longuement. C'est un livre qui soulève des questions assez intéressantes. Et pour ma part, là, c'est le moment où je parle, moi, de mon écrivain à moi. Dans ma thèse, j'envisage les figures de la communauté, les figures du verbe, les figures de l'histoire, dans l'œuvre de Pierre Guyetta, comme autant de partage du sensible remis en jeu, pour reprendre un vocabulaire rancérien. Les figures qui peuplent la scène originaire de cette œuvre, qui est une scène d'affrontement entre putain et proxénète,
mettent en place une pensée politique paradoxale que je crois intéressant d'envisager comme une mise à l'épreuve de l'efficace politique de la littérature dans la cité. À la distance historienne, Guyotat impose une mémoire subjective. À la phraséologie commune, on pourrait dire la novlangue pour reprendre un peu le vocabulaire de Laurence, donc à la phraséologie commune, il impose son verbe. À une conception unitaire de l'identité, il impose un sujet sans cesse tiraillé entre l'exclusion et l'appartenance à ses communautés. Donc, au jeu des identifications, Guyotat redistribue sans arrêt les parts. Les esclaves s'affranchissent, deviennent à leur tour bourreaux. Charles de Gaulle est à la fois libérateur de la France et bourreau de l'Algérie. Jeanne d'Arc est sainte, martyre, sexuellement ambivalente, du moins dans le regard de Guyotat. Je précise. Je laisse une porte à Anne-Sophie, je ne sais pas de quoi elle va parler. À titre d'exemple, dans Coma, livre sur lequel porte en partie ma thèse, Guyotat évoque un mendiant qui vend des poèmes manuscrits dans la rue. Je le cite. « Cet homme de mon âge, au manteau troué, dont les mains tremblent sur ses poèmes en vers réguliers, c'est moi si je n'étais pas moi. » Fin de la citation. Faisant écho à l'histoire de Saint-Martin, qui déchira son manteau pour le donner à un pauvre, devenant un exemple canonique de compassion et de générosité, ce passage dit toute l'ambivalence de la construction du sujet de l'écriture. Alors que Guyotat réitère plusieurs fois son identification à des figures de saints, ici, c'est aux mendiants qu'il s'identifie. Toutefois, cette identification est impossible à moins de se soumettre à une désubjectivation radicale. C'est moi si ce n'était pas moi. Si, à certains égards, la trilogie autobiographique qui constitue le cœur de ma thèse peut apparaître comme la mise en scène d'un sujet en formation, appartenant à la communauté des hommes, elle est aussi le lieu de son délitement, d'une insoumission aux règles communes. L'exclusion du partage fondateur entre dominant et dominé est la modalité principale du politique dans la trilogie. En mettant en scène la parole de l'exclu, on pourrait dire du vaincu, comme chez Walter Benjamin, ou du subalterne, comme chez Spivak, il remet en jeu la parole donnée comme légitime. Poser ainsi la question du sujet de l'écriture, qui est, vous l'aurez compris, un sujet historique de l'écriture, m'apparaît comme une question politique centrale qui n'est évidemment pas étrangère aux réflexions de Jacques Rancière sur la littérature.